Faisons un petit peu de mathématiques. 99,9%. Maintenant, si on retourne les chiffres, ça fait 6. 6, 8. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage C6 et Rock'n'Roll, l'émission où on n'en finit pas de finir la Citroën C6. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, le syndrome des 99,9%. Vous savez, c'est quand on a quasiment terminé un projet, mais il reste toujours un petit truc à faire. Alors si je reprends le procès verbal du contrôle technique dans les défaillances mineures, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé? Eh bien, un problème au niveau du frein avant, un déséquilibre. Ça, c'est sûrement dû au fait que la voiture n'avait pas roulé pendant très longtemps, les freins étaient rouillés. Là, j'ai fait quelques dizaines de kilomètres avec, c'est un plaisir de conduire cette voiture, vraiment. Et elle freine très très bien, je trouve. Donc maintenant, les disques, ils sont bien, ils n'ont plus de rouille. J'ai quand même procédé à un nettoyage des 4 étriers, parce que peut-être qu'ils sont un petit peu grippés. Et surtout, je vais changer le liquide de frein, parce que celui qui est dedans, là, il est brun, quoi. Il est vraiment temps de le changer. Ça doit faire vraiment des années qu'il n'a pas été changé. Normalement, ça se fait tous les 2 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un problème au niveau du parallélisme, ripage excessif. Donc ça, le problème a été réglé. Je vous remets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Ça, vous pouvez voir comment faire le parallélisme soi-même chez soi. Au niveau des pneumatiques, on avait une usure anormale des pneus, en particulier à l'avant. Là maintenant, c'est 4 pneus neufs, problème réglé. Autres ouvrants, détérioration arrière. Donc ça, c'est simplement le coffre. Les vérins de coffre ne tiennent plus. C'est un petit peu dangereux, le truc il se referme un peu violemment. Donc je vais changer ces vérins, j'en ai acheté 2 neufs, je vais vous montrer comment faire. Il faut absolument savoir faire ça, hein. C'est ultra simple. Et ensuite il y avait 3 codes d'erreur relevés par OBD2. Le P0122, donc ça correspond à un problème de circuit ouvert ou court-circuit de la masse au niveau du boîtier papillon. Je pense que ce code-là, il avait été généré, vous vous souvenez, j'avais oublié de rebrancher cette prise-là et ça affichait le voyant Check Engine. Je l'ai rebranché, mais apparemment le code est toujours stocké dans l'ordinateur, donc peut-être que simplement il faudra effacer de nouveau ce code pour qu'il ne soit plus là. Ensuite, il y avait le P0247 qui correspond à un problème de solénoïde de la commande du Westgate du turbo. C'est le turbo avant qui est juste là. Il est accessible celui-là, beaucoup plus que celui à l'arrière, heureusement. Mais là, je ne pense pas que je vais faire quoi que ce soit là-dessus parce que le moteur fonctionne bien. Là, apparemment, j'ai toute la puissance. Donc, peut-être que c'est un problème intermittent. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un problème qui soit très impactant, très gênant. Donc, je pense que je vais rien faire là-dessus. Peut-être si jamais le prochain propriétaire veut vraiment résoudre ce dernier souci, à lui l'honneur. Ensuite, le P0087, pas assez de pression au niveau du common rail, le rail de carburant. Donc là aussi, je pense que c'était une erreur rémanente d'un problème précédent, et parce que là, ça marche très très bien. Hein. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler toutes les opérations que je fais, je vous ferai référence à des vidéos que j'ai fait par le passé et qui vous montrent dans les détails chaque opération. Je commence tout de suite avec le changement des vérins de coffre. Alors voilà mes 2 vérins neufs, changer un vérin comme ça prend littéralement 5 minutes, c'est ultra simple. Au niveau de la rotule ici, il y a une petite bague métallique, de l'autre côté il y a des petites mâchoires comme ça, il suffit d'insérer un tournevis dedans, et comme ça écarte les mâchoires. Alors j'enlève le vieux. Il faut tenir la porte, je mets tout de suite le nouveau. Alors dans la rotule, il y a un petit peu de gel au fond, donc il n'y a pas besoin de remettre de graisse ou quoi. C'est livré avec. Et là, ça se clipse tout simplement. Manipulation identique en bas. Voilà, là il est bien mis. Bon alors déjà là, il y a une amélioration notable de la tenue du coffre. Ça tombe plus directement comme avant. Allez, deuxième. Après, faites juste attention à ne pas vous tromper de sens, comme ça ou comme ça. Donc faites-les l'un après l'autre, comme ça. Vous avez toujours un modèle de référence. Petit clic qui va bien. Ah ouais. Ouais, voilà. Hein. C'est beaucoup mieux. Magie.
Donc des petits vérins comme ça ne coûte pas cher, je crois que je les ai eus à 10 € l'unité. Ça a pris littéralement 5 minutes pour les changer, donc voilà, si les vôtres sont flingués, allez-y, changez-les, n'attendez pas. Maintenant, je vais m'occuper des freins, et pour ça, il faut que j'enlève les roues pour accéder aux étriers, et donc que je lève la voiture sur le pont Quick Jack, et donc avant ça, il faut que je la mette en position haute sur ces suspensions hydropneumatiques, en ouvrant bien le bocal de LDS pour ne pas que ça pète là-dedans, et il faut aussi que je démarre le moteur. C'est compliqué quand même tout ça, hein. Alors, c'est le kit de frein. Il est brun. Par contre, le bocal est plein. Est-ce que je suis en train de réussir à le sortir? Peut-être bien. Oui. Verdict? Ah non, il est bon. Alors là, je suis étonné. J'ai remplacé la pile par une pile neuve. Et non, il est encore bon. Écoutez, là, j'ai un gros doute sur ce testeur. Alors, j'ai pris un verre d'eau. Ok, ça passe au rouge immédiatement. Le testeur marche. Donc oui, ce liquide de frein, au niveau humidité, il est encore bon. Par contre, à voir la couleur, il est vieux et ou contaminé. Donc je vais quand même le remplacer. Regardez-moi ça, cette couleur. Ok, pour l'instant, je laisse comme ça. Et je vais m'occuper des étriers. C'est bien de procéder à un nettoyage complet des freins une fois de temps en temps, ça assure performance et longévité des freins. Et pour que ce soit plus facile de démonter la partie flottante de l'étrier, on peut repousser le piston à l'aide d'un tournevis ou d'un petit levier. Les 4 étriers sont franchement rouillés, donc un bon coup de brosse métallique, du nettoyant frein, et ensuite on verra comment faire pour les faire briller.
Après avoir démonté l'étrier, j'entreprends de démonter le disque de frein et pour ça j'utilise un tournevis à impact pour dévisser les vis de maintien. Mais j'ai beau tirer et frapper, le disque reste collé. Je passe à l'étape la plus importante du nettoyage, celle de la partie fixe et de ses agrafes. Et à l'endroit où viennent se loger les agrafes, il ne faut pas hésiter à y aller à la lime. Et enfin le truc pour faire briller sans trop se fatiguer, c'est tout simplement d'utiliser du convertisseur de rouille. Alors voilà ce que ça donne avec le convertisseur de rouille, c'est un petit peu moins rougeoyant, ça cache un peu la misère, et surtout ça empêchera la rouille de continuer de se propager. Alors remontage. Puis pour les bavures qui sont là-dessus, ce sera désintégré au premier freinage, il n'y a aucun souci. Serrage au couple, 115 Nm. C'est beaucoup. Alors arrive la partie la plus importante quand on remonte un étrier, c'est son graissage. Alors moi j'utilise de la graisse céramique comme ça, spéciale frein qui tient à des très hautes températures. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse cuivrée. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets de la graisse ici, en dessous des agrafes comme ça qui viennent tenir les plaquettes. Pourquoi ? Parce que quand l'eau rentre ici, elle va rester par capillarité et ça va faire rouiller l'étrier et la rouille prend plus de place, plus de volume. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, quand on a de la rouille qui se développe sous les deux agrafes, l'augmentation de volume va venir serrer les plaquettes et du coup les plaquettes vont moins bouger facilement dans leur rainure ici. Et c'est ça qui va causer une surchauffe des freins. Quand vous freinez, après les plaquettes ne reculent plus. Donc elles s'usent prématurément, ça fait chauffer les freins et ça peut amener à des étriers qui se bloquent et qui ont des graves problèmes et qu'il faut remplacer. Alors autre chose, vous pourrez remarquer que ces agrafes ne sont pas usées de la même manière. Ici, celles qui étaient à l'origine du bas, vous pouvez voir qu'elles sont fortement marquées ici à l'intérieur. Et pour l'agrafe qui était en haut, ça l'est beaucoup moins. Alors pourquoi ? Tout simplement, quand on freine, le mouvement du disque est comme ça, donc quand l'étrier va venir plaquer les plaquettes contre le disque, ça va amener la plaquette dans cette direction, ça va faire une force très très forte ici. Et c'est ça qui va user beaucoup l'agrafe qui est en bas. Et ces agrafes, normalement, elles ont une durée de vie, on les change en même temps qu'on change les plaquettes. Là, c'est juste un nettoyage, donc pour augmenter leur durée de vie, qu'est-ce que je fais ? J'inverse les agrafes, je mets celle qui est la moins usée en bas et celle qui est la plus usée en haut. Alors, graisse. Alors, comme d'habitude, j'y vais au doigt. C'est vraiment un tout petit peu. Il faut bien faire attention à ne pas en mettre sur le disque. Hop. Voilà. Après, moi, je ne mets pas de graisse là-dedans, je ne mets pas de graisse non plus
au niveau des oreilles des plaquettes. Parce que quand c'est bien fait, quand l'étrier a été limé, que la rouille qui prenait de la place ici dans la rigole a bien été enlevée, eh bien les plaquettes elles ont toute leur place pour bouger. Pas besoin de rajouter de graisse à ces endroits-là. Voilà, maintenant ça c'est ma manière de faire. Chacun fait comme il l'entend. Voilà, moi j'ai trouvé quand même que c'était le meilleur moyen. J'ai un très très bon freinage comme ça. Et freinage qui ne fait pas de bruit. Hein, quand on met une plaquette, voilà, elle bouge très facilement. Hein. Il y a une petite résistance, hein, c'est normal. Mais voilà. Voilà, donc celle-là aussi, elle est bien. Je vérifie que les colonnettes coulissent bien, que les caoutchoucs ici ne sont pas craquelés, on est bon. Je graisse aussi les pistons. Donc là, ils seront en contact avec la face là de la plaquette. Et là, je me rends compte que j'ai inversé les plaquettes droite-gauche. Bon, elles sont symétriques. Hein. Donc ici, il y avait les traces des pistons. Allez, je vais les remonter comme elles étaient. Celle-là, là. Et celle-ci, ici. Voilà. Et je mets un peu de graisse aussi derrière les dents qui tiennent l'autre plaquette. Donc ça, c'est pas mal pour éviter le bruit. Impeccable. Sur les deux petites vis là qui tiennent la partie flottante de l'étrier, il y a du frein filet solide qui est là d'origine. Donc je ne vais pas en rajouter. Il faut une clé plate ici pour empêcher que ça tourne. Serrage 28 Nm. Voilà. Ok. Je rebranche les machins là, même si ça sert à rien, vu que le câble là-bas est coupé. C'est dommage, c'est des témoins d'usure de plaquettes là. Ça aurait pu être utile, enfin tant pis. Quelques petites traces de graisse. Allez, je fais les trois autres, je vous retrouve juste après. Voilà, les 4 étriers sont très beaux, très magnifiques. Enfin, allez, ils sont mieux qu'avant on va dire. Vous pouvez le voir sur ces magnifiques images qui passent. Maintenant, pour faire la purge du système hydraulique de frein, eh bien, je vais utiliser ce fameux kit Easy Bleed avec des effets spéciaux de qualité. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste que j'utilise celui-là. J'ai une vidéo où je vous fais la démonstration complète de l'utilisation de ce kit. Je vous la remets ici en fiche et en bas dans la description. Et là, je vais me dépêcher de l'installer. Voilà, l'outil est en place. Sur cette voiture, l'ordre de purge, c'est arrière droite, ensuite arrière gauche, ensuite avant droite et avant gauche. Ça peut varier d'une voiture à l'autre. En général, on commence du plus loin et on termine vers le plus proche côté conducteur. Ok, là on a eu un changement de couleur. C'est plus brun comme ça, elle est là-dedans. Voilà. Nettoyant frein qui sert pour une fois à nettoyer les freins. Hop. Avant droit.
là, le changement de couleur a été rapide. Et dernier, avant gauche. Et voilà. Important, avant de reprendre la route, il faut pomper sur la pédale de frein pour rapprocher les pistons des étriers des plaquettes. Voilà. S'il y en a parmi vous qui n'ont jamais travaillé sur les freins de leur voiture et qui appréhendent un petit peu de s'y mettre, sachez que je propose une formation sur la Garage Bagnole Academy. Je vous explique tout le système, je vous explique ce que c'est le maître-cylindre, ce gros truc noir et rond derrière le maître-cylindre. Bref, c'est une formation complète qui va de la pédale aux plaquettes. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en dessous dans la description. Allez, on s'approche des 100%. Je fais un truc un petit peu plus simple maintenant, enfin théoriquement. Changement du filtre d'habitacle. En général, c'est derrière la boîte à gants. Mais ça n'a pas l'air d'être là, je ne vois pas du tout d'ouverture. Peut-être par en dessous. Alors comme je ne trouvais pas, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé un tuto sur internet, il se trouve qu'il y en a un. Et puis sur la C6, le filtre habitacle, il n'est pas du côté passager comme dans toutes les voitures, il est du côté conducteur. Mais la bonne chose, c'est que ça se fait sans outil. Donc big up à celui qui a fait le tuto, je vous mets le lien vers sa vidéo en dessous dans la description. Il faut enlever un cache qui se trouve en dessous. Voilà. Ensuite, le filtre est là. Il faut pousser l'accélérateur pour pouvoir le sortir. Oh, comme il est vieux. Ok, donc dans celui-là, il y a tout ce qu'on veut. Ah non, c'est un filtre charbon en fait. Alors, ouais, si. Ouais, il est bien crade quand même. Voilà, il était temps de le changer. Alors, il y a un sens, on voit que l'écoulement d'air, il est dans ce sens-là. Donc ça vient comme ça, donc l'air rentre par là. Du coup, sur le filtre, on a aussi la flèche qui est mise comme ça, donc le filtre rentre comme ça. J'espère que je vais le rentrer sans le détruire. Incroyable, ça, j'ai jamais vu un truc aussi compliqué pour un filtre à air. Oh là là. Alors je ne sais pas si vous avez vu quoi que ce soit. Je pense que ça y est. Il est en place. Je fais tout ça à l'aveugle. Vous voyez mieux que moi ce qui se passe. Il y a un câble là-haut qui gêne. Voilà. Ouh. Voilà. Eh ben, j'ai plus qu'à passer un coup d'aspi. Au niveau de la liste des choses à faire du contrôle technique, là, c'est bon. Pour les codes d'erreur, on verra ça plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter le pare-choc avant. Oui, parce que je dois changer une ampoule, l'ampoule xénon de ce phare là, avant droit. J'ai l'ampoule, j'ai retiré le cache derrière le phare et c'est impossible d'y accéder. Il y a le bocal là de LDS qui est en plein devant. Et il faut vraiment une toute petite main pour y accéder, ce qui n'est pas mon cas. Donc, une première raison pour démonter ça. La deuxième, c'est que je vais remettre en place ces deux pièces là, qui sont en fait des déflecteurs d'air qui viennent comme ça de part et d'autre, de chaque côté du radiateur. Merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont retrouvé où elles se mettaient, parce que quand j'avais remonté la voiture, je m'étais retrouvé avec ça dans les mains, je ne savais pas quoi en faire. Alors, je vous ai déjà montré tout ça dans les détails dans une vidéo dédiée, comment démonter la face avant de la C6. Je vous la remets ici en haut à droite, en bas dans la description. Et là, je vous retrouve juste après. Et hop là!
Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé où vont les pièces là. Donc il y a les trous dans le radiateur ici pour les clips qui sont là. Peut-être avec de la chance, ça se met sans avoir à tout démonter. Peut-être qu'il faut que je démonte ça au-dessus pour le glisser et ensuite le tourner dedans comme ça. Autre chose, j'ai retrouvé ici une prise qui n'est branchée à rien du tout. Donc ça, il y a des chances que ce soit le fameux capteur d'impact piéton. Par contre, j'ai pas du tout trouvé où elle se branchait. Je ne trouve pas de capteur qui soit à proximité de cette prise là, ni à l'avant ni à l'arrière. Donc écoutez, ça restera un mystère. Bon, en tout cas, maintenant, je vais pouvoir accéder au phare, en particulier celui-là, et je change l'ampoule. Alors, voici l'intérieur du phare. C'est assez compliqué, hein. Technologie Xenon. Donc là, c'est close, fermer, open, ouvrir. Toc. Et là, il y a une prise qui pendouille. Je pense qu'elle est là. Oui, c'est ça. Donc on la mettra. J'ai pris des gants tout neufs pour travailler là-dessus. Ok, ça vient comme ça. Donc celle-ci marche encore, mais elle chevrotte. Donc là, je vais essayer de ne surtout pas toucher le bout en verre. Ok, remise en place. Voilà. Ah, ok, j'ai compris. En fait, quand on tourne, on débranche le truc. Ah, c'est ingénieux. Ok, alors, close. Pas besoin de s'énerver. Essayer de rebrancher ça avant, ça se rebranche après, une fois que ça a été remis en place. Est-ce que c'était dans le sens là? Voilà. Voilà. Ok, test. Sur le phare gauche, ici, normalement, il y a un feu de gabarit qui doit s'allumer en orange. Et là, il ne s'allume pas. Côté droit, il s'allume bien. Mais ici, à gauche, il ne s'allume pas. Alors, du coup, je vais le démonter aussi. Bon, ici, ça a l'air d'être quelque chose de plus classique. Mais par contre, je suis pas sûr que j'ai une ampoule orange comme ça. J'ai cherché dans mon stock d'ampoules, mais je n'ai pas trouvé de petite ampoule orange comme ça. J'ai regardé à l'intérieur de l'ampoule et j'ai trouvé qu'en fait, elle avait pas l'air d'être claquée. Du coup, j'ai pris une petite batterie de 12 volts, des fils pince crocodile, et là, donc le problème ne vient pas de l'ampoule. Au niveau du connecteur ici là-dedans, j'ai rien trouvé d'anormal, il n'y a pas d'oxydation. Je vais mettre et enlever plusieurs fois l'ampoule dedans. Ici aussi ça va. Là-dedans, ça a l'air d'être bien aussi. Donc, hop. Peut-être qu'en gigotant un petit peu comme ça, ça rétablit le contact. Test. Eh non, rien à faire, c'est toujours pareil. Donc là, pour ce feu de gabarit là, il faudrait ouvrir complètement l'optique et puis essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Il doit y avoir une connexion coupée. J'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que je risque de péter quelque chose. Par contre, ce que je vais faire, maintenant que j'ai les deux optiques sorties comme ça, je vais les poncer un coup. Et pour ça, donc j'avais utilisé ce kit-là pour le phare là, mais j'en étais pas très satisfait. Donc, je vais y aller à la main. Il me reste un kit Fab B ici, plus mes feuilles de papier à poncer à l'eau. Ça va me prendre un certain temps de faire tout ça, donc voici l'état avant. Et voilà, c'est magnifique. Alors pour ces problèmes là de feu de gabarit, j'ai regardé dans la prise ici s'il n'y avait pas par hasard un connecteur qui serait plié ou oxydé ou quoi que ce soit. Et non, il n'y a rien. De l'autre côté dans la prise, il n'y a rien non plus. Donc voilà, ça m'embête, mais je vais le remonter comme ça, quoi. Alors, sinon ici au niveau des câbles, il y a une bonne nouvelle. J'ai contacté un abonné qui a une C6 qui s'appelle Florian.
et il m'a aidé. Il m'a dit de regarder derrière la traverse et effectivement, il y a un petit ordi qui se planque là et j'ai pu brancher le câble dessus. Donc ça doit être le fameux capteur de détection de choc piéton. Et donc je vais pouvoir à nouveau percuter les piétons. Eh ben merci Florian, ça fait un problème de plus en moins. Florian, il a une super page Instagram où il met de très très belles photos. Et donc je vous mets le lien vers son Insta juste ici. Bon, avant de remonter les phares, je vais remettre ça en place et ce serait vraiment bien que je puisse le faire sans avoir à redémonter les traverses. Est-ce que ça passe? Ouais, ça a l'air d'aller. Peut-être même avant, je fais autre chose encore. Alors ici, on est sous le bocal de LDS qui est noir là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cette durite de retour là, elle fuyait un petit peu. Et ce que j'avais fait pour réparer, j'avais mis un collier de serrage comme ça avec une vis. Et j'en suis pas très satisfait parce que ça n'a pas l'air d'être 100% hermétique là-dessous. Et peut-être que ça fuit encore un peu. Donc, je vais vidanger à nouveau le bocal de LDS en ouvrant la durite ici. Donc ça, je le mettrai après. Bien. Alors, ce collier de serrage là, je vais le remplacer par celui-ci, un collier de serrage à ressort. Donc ça maintient une pression constante et bien circulaire tout autour de la durite et donc ça devrait apporter une bien meilleure étanchéité. Alors ça c'est trop gros, alors heureusement j'ai du choix. Ok, celle-là ça devrait le faire. Ça devrait bien serrer. Voilà. Ça va pas se barrer. Nettoyant frein, c'est ton copain. Bien. Allez, je vais pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce coup-ci? Je remets en place les caches, les déflecteurs, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais. Hop. Voilà. Alors ces pièces, elles se plient en fait. C'est prévu pour. Par contre là, il y a un tel nœud de câble. Il y a une galère. Ok. Oh. Ici on a le système de détection de franchissement de lignes blanches. Pareil, c'était reporté comme étant en erreur. Ici il y a des capteurs, c'est des trucs optiques. Et je vais démonter tout ça pour essayer de nettoyer les capteurs. Ce serait quand même pas mal que ça remarche. Alors les voici, ces capteurs optiques. Et il y en a encore là-bas. Bon, ils n'ont pas l'air si sales que ça, peut-être celui du haut là, il est un peu blanchâtre. Bon, en tout cas, ça vaut le coup de tenter, je vais nettoyer ça.
Voilà, le pare-choc est remis. Maintenant, vidange moteur. Oui, alors pourquoi? Eh bien parce que comme tout le haut moteur a été refait, il y a peut-être un peu de limaille qui allait dans l'huile, il y a aussi de la vieille huile qui devait traîner encore, genre dans les poussoirs hydrauliques, etc. Donc la nouvelle huile s'est mélangée à la vieille. Donc je préfère faire une bonne vidange pour que ça reparte là sur au moins 10 000 km sans souci. C'est bien noir, hein. État du filtre. Ah, des petits trucs dedans. Sinon ça va, il est noir mais il n'y a pas de limaille. Ok. Serrage à 23 Nm. Okay. Pour le bouchon de vidange, je prends un nouveau joint à lèvres. Là, ils sont bons, anti-fuite. Et là aussi, 23 Nm. Ah. Alors l'huile que je vais remettre dans ce moteur là, c'est de la bonne, c'est mon collègue Laurent, que je remercie et que je salue au passage, qui me l'a donné. C'est de la 5WD40, c'est de la 5W40, et non pas de la 5WD40, comme une petite déformation professionnelle là. Donc si elle sort un peu vert, c'est normal. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire, François Clair, c'est comme ça avec le trou au-dessus, pour éviter les glouglous. Et on peut tirer la jauge pour que ça aide à couler dedans plus vite. Je suis en bas de la jauge. 5e litre. Maintenant, je démarre un coup le moteur, ensuite je l'arrête et je laisse reposer 5 minutes et on fait une lecture du niveau. Ok, l'appoint est fait et là je suis juste en dessous du max, donc c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de la boîte de vitesse automatique. Dans un épisode précédent, j'avais fait une vidange partielle, mais vidange partielle, on fait le boulot à moitié. Donc là, je vais refaire une autre vidange partielle pour essayer de renouveler au maximum l'huile. Pour accéder au bouchon de remplissage de cette boîte de vitesse, il faut démonter tout le filtre à air. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, donc je vous la mets en lien en dessous dans la description et je vous passe les détails. Quoi? Il y a un truc qui va pas? Je vais à la pêche au bouchon avec mon agrippto magnétique. Et oui, j'arrive à le sortir. Est-ce que vous allez tous à me regarder comme ça? Alors j'ouvre le bouchon de vidange qui est en deux parties et je récupère toute l'huile qui va couler, très important. L'huile qui est propre. Maintenant, la deuxième partie. Pour ça, il faut un gros embout à laine.
laisse tout ça s'égoutter. Et toute cette vieille huile va dans un bidon. On est à peu près à la moitié du bidon. Ce bidon fait 5 litres, donc il y a 2 litres et demi. Donc je vais en remettre plus que ce que j'en ai sorti, c'est-à-dire je vais remettre 3 litres. Je remets en place les bouchons. Serrage au couple. Et le petit que je ne vais pas serrer très fort. Parce qu'il faudra que j'enlève dans 5 minutes pour faire le niveau. Voilà. Au doigt. Allez, remplissage. Avec la petite pompe là, ça va bien. Une fois amorcé comme ça, ça descend par effet siphon. Quoi, vous voulez ma photo? Ok, 3e minute est fait. Allez, rebouchage, mais là c'est trop profond dans les entrailles de la bête, je ne peux pas vous montrer. Je peux à peine passer avec mon outil. Et voilà, j'arrive même à le visser, juste avec le bout aimanté. Voilà. Franchement, sur GBRNR, c'est devenu n'importe quoi. Le mec sait plus quoi faire pour se faire remarquer. Allez, c'est presque terminé, mais bon, on va quand même pas le laisser dans l'état là, hein. Il faut finir ce qu'on a commencé, donc maintenant c'est mise à niveau de la BVA. Pour ça, je vais démarrer le moteur, laisser chauffer l'huile, et selon la procédure, la mise à niveau se fait quand elle atteint 60 degrés. Donc je vais essayer de voir s'il y a moyen d'avoir la température de l'huile de la BVA sur ma tablette OBD, ou sinon j'irai au thermomètre laser infrarouge comme ça. Et sinon, pourquoi pas les deux en même temps, comme ça on pourra voir si l'un indique bien ce que l'autre indique aussi. Ok, j'ai trouvé la température là de l'huile transmission, donc c'est la boîte de vitesse 25. Je vais faire monter un peu les tours. Vous allez voir en dessous normalement. Les RPM ici vont augmenter. Alors dans la voiture, pied sur le frein, vous voyez rien. Je passe les vitesses. Je reste 5 secondes sur chaque vitesse. D. Et pour actionner même tous les autres solénoïdes, je passe en mode manuel. Là, on a la vitesse 1, 2, 3. Okay, on peut monter que jusque la 3 max. C'est pas grave, les autres se feront en roulant. Et je redescends. Drive, N, R et P. Ok, là l'outil OBD2 il m'indique 40 degrés. Je vais comparer avec le thermomètre. Ok, j'ai 37,8 au mieux. Bon, ça a l'air d'être relativement fiable. Je vais prendre ce qu'indique l'outil OBD2 là. Ok, on est à 60 degrés, un petit peu plus, 61. Ok, là c'est exactement ce que je voulais. Il faut qu'il y ait de l'huile qui ressorte. Et après ça doit faire un goutte à goutte. Ok, on a notre goutte à goutte. Je remets le bouchon. Et ça se sert pas trop, c'est 0,7 Nm, c'est vraiment pas grand chose, voilà. Et voilà, le niveau est fait. Voilà, le travail se termine, c'est quand même plus beau comme ça. Je remets en place le filtre, les roues et je repose la voiture au sol.
Voilà, et de nouveau sur ces 4 roues, j'ai rangé le pont hydraulique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce pont, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remets pareil, ici en haut à droite, en bas dans la description. On pourrait croire que c'est fini maintenant, mais non. 99,9%, on n'est jamais... Il reste toujours un petit truc à faire. Donc là, je suis en train de lire les codes d'erreur, et on va faire un clear des vieux codes qui traînaient là. Normalement, le code avec la détection piéton là ne devrait plus apparaître. Bonne nouvelle, le voyant service est éteint au tableau de bord. Voilà, le voyant service qui était ici a disparu. Et ce voyant-là, check engine, il s'éteint dès qu'on met en route le moteur. Vous ne me croyez pas? Allez. Voilà. Comme ça, on est bien. Je vais en profiter pour la mettre en position ultra basse. Voilà, là on est bien. Après, je vais dépressuriser le système pour contrôler le niveau de LDS. Donc voici les codes qui restent. Il y a toujours des petits soucis, en particulier avec le turbo, celui qui est devant là. Je pense qu'il y a vraiment un souci avec. Bon, il me met à chaque fois que c'est intermittent. Je vais faire un clear des codes. Ouais, il y a un maximum de 50. On en est à 28, donc il ne faut pas faire ça trop souvent. Kilométrage. Ok. J'ai coupé et remis le courant. Ok. Bon, il y a encore quelques petits soucis. Ça fera partie du 0,1% pour terminer cette voiture. Bon, dernier truc, donc contrôler le niveau de LDS. Pour ça, il faut que je dépressurise le système. Ok, c'est ici. Allez, dépressurisation. Ok, donc là on a l'huile qui arrive. Et c'est tout juste. Alors en fait, le niveau, ça devrait arriver juste en dessous du petit trou qui est là. Donc là, écoutez, on est bien comme ça. Si c'est blanc comme ça, c'est parce que ça a fait une émulsion. C'est normal. Ok, bah je vais pouvoir remettre la voiture en position normale. Voilà, c'est bon. J'espère que c'est la dernière fois que je touche à ce bocal. Ah, il reste encore un truc à faire. Jamais fini, c'est jamais fini. Voilà, c'est fini. Enfin presque. Il reste toujours des trucs à faire, mais ça, ce sera pour le prochain propriétaire. Eh oui, la voiture, je vais bientôt la vendre. Là, c'est vraiment bientôt. Pour être informé de la date, je le ferai par mes réseaux sociaux. Choisissez celui que vous voulez, Instagram, Twitter, Facebook. Vous trouverez les liens en dessous dans la description. La voiture sera mise en vente sur le site benzine.fr. Peut-être qu'il y a même déjà l'annonce, là, allez voir. Le prix de départ, eh bien, vous le trouverez dans la description, un lien vers un fichier Excel où j'ai répertorié toutes les dépenses en pièces et en produits que j'ai eu sur cette voiture. Ça donne le prix de départ. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient bien voir un essai de cette voiture, mais c'est un format que je n'ai jamais trop fait sur la chaîne. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté d'autres chaînes YouTube pour présenter la C666. Il y en a plusieurs qui ont dit oui. Donc, d'ailleurs, peut-être il y a déjà des vidéos qui sont sorties sur leur chaîne. Donc, je vous laisse aller voir et découvrir par vous-même la présentation, l'essai de cette C666 par d'autres youtubeurs. Voilà, ce projet touche donc à sa fin. C'est la dernière fois, je pense, que vous me voyez bricoler cette voiture dans mon garage. Merci de tout cœur d'avoir suivi toutes mes aventures au cours de ces quasiment 2 dernières années, hein, ça a été long, mais voilà, le résultat est là. Comme annoncé au début du projet, les bénéfices de la revente iront à l'association L'Étoile de Martin que je soutiens. N'hésitez pas à aller faire un petit don si le cœur vous en dit. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse en description tous les outils et produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Ici, je vous mets la playlist de cette immense aventure. En dessous, un épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.